Chapitre 15. Les maîtres-lames. Carrigan et ses ravisseurs avançaient, suivant la formation adoptée le jour précédent. Garotti, sur son cheval, conversait avec Thorn, qui avançait à grandes enjambées à ses côtés. Jandara guidait cheval en marchant près de Carrigan, qui avait passé une nuit désagréable, à écouter Thorn et Garotti échanger leurs récits et faire des commentaires, sinon vulgaires, du moins déplacés, la concernant. Elle n'avait pas dormi de la nuit, et à présent, ses paupières se fermaient d'elles-mêmes alors qu'elle avançait en trébuchant le long de la route. Ses poignets la démangeaient. Soit les brûlures étaient en voie de guérison, soit leur état s'aggravait. La corde qui lui liait les mains l'empêchait de regarder sous les vieux bandages souillés qui recouvraient les plaies. Toute la journée, Jandara avait gardé le silence. Certains des commentaires de Thorn et de Garotti s'adressaient aussi à elle. Elle se contentait de, parfois, leur jeter un regard mauvais, comme pour les transpercer de ses yeux. Je les étriperai bien, ces deux-là. Carrigan trébucha sur un caillou. Le fait que Jandara lui adresse la parole était plutôt inattendu. Et ces paroles, plus surprenantes encore. Pourquoi ne pas le faire? Jandara eut un petit rire. 2 contre 1, dont un maître-lame de surcroît. Le rapport de force est un peu bancal, tu ne trouves pas? Je pourrais t'aider. Et tu me serais très utile, c'est certain. Je doute même que tu sois capable de soulever l'épée accrochée à ta selle. Tout ce qu'on demande au verdâtre, c'est de galoper. Bien sûr, Carrigan ignorait ce que les cavaliers verts étaient capables de faire. Mais elle était certaine de pouvoir surprendre une personne comme Jandara, maître-lame ou pas, grâce à quelques-unes des passes qu'elle avait apprises. Cette route s'étire indéfiniment, dit Carrigan. Elle a été construite il y a bien longtemps afin d'effectuer une percée dans les territoires sauvages du Nord. Là encore, que Jandara lui réponde était surprenant. D'où crois-tu que provient cette pulpe dont on fait le papier? On est loin de bénéficier d'une telle surface arborée dans les territoires du Sud. Des rubans du soleil gouttaient à travers les arbres et laissaient des flaques de lumière sur la route et dans les bois. Carrigan surprit un mouvement dans la forêt, du coin de l'œil. Elle scruta attentivement, mais ne put tout d'abord pas discerner de forme précise. Elle cligna des yeux, et la tâche définit alors lentement les contours d'une silhouette humaine, un autre voyageur, qui progressait à leur hauteur, mais en coupant à travers bois. Il apparaissait et disparaissait parmi les ombres, se faufilant entre les arbres à grands pas vifs que les broussailles ne ralentissaient pas, comme s'il marchait sur une route plane. Il avançait dans un silence absolu. Pas une brindille ne craquait sous son pas. Pas un oiseau ne quittait le nid à son approche. 2 hautes fougères et des branches s'agitaient doucement sous la brise, et non pas de la main de l'homme, qui semblait les traverser en traces directes, sans effleurer un seul végétal. Cheval s'ébroua et regarda en direction du voyageur, les oreilles pointées vers l'avant. « Que voit-il » demanda Jandara. Elle regarda droit en direction du voyageur, et à travers. Thorn et Garotti continuaient à bavarder. Ils n'avaient pas conscience de la présence du nouveau venu. Les yeux de Carrigan s'étrécirent, et elle put distinguer le visage pâle du voyageur, et les 2 flèches noires plantées dans son dos. Fryan Koblebé. Il se tourna vers elle, tout en continuant à avancer à leur allure. Sa bouche se mouvait comme s'il essayait de lui dire quelque chose, mais elle ne pouvait entendre les paroles.
et il continua à parler jusqu'à ce qu'il passe dans l'ombre d'un grand sapin cigoué et s'évanouisse. Cheval était rétif. Il mâchonnait son mort et se dérobait. Peut-être pouvait-il entendre la voix du fantôme. Elle eut beau le chercher des yeux tout au long du jour. Kerrigan ne vit plus signe de Phrayan Coblebey. Qu'avait-il essayé de lui dire? À un moment, Jandara lui demanda ce qu'elle voyait ou s'attendait à voir dans le sous-bois. Seulement des fantômes, répondit-elle d'un ton neutre. Un esprit m'accompagne. Jandara se renfrogna. Les deux hommes entendirent la réponse, et si Garroty s'esclaffa à pleine gorge, Thorn, pour sa part, gronda. « Je devrais t'arracher la langue. La superstition, ça ne marche pas avec moi. » « Tu as l'air inquiet, en fait, Thorn. » Un crachat couleur de tabac s'écrasa sur la route. Garroty s'essuya la bouche du dos de la main. « Es-tu superstitieux? Toi, un maître lame, un adulte ?» Thorn lui lança un regard furieux. « Bien sûr que non. Ce sont ces idiots de Mirpuisiens qui en ont parlé les premiers. Et cette verdâtre essaie de nous rendre nerveux. Bah ça marche pas, verdâtre. Oh non. » Kerrigan haussa les épaules. Elle leur avait tout bonnement dit la vérité nue que Thorn et Jandara durent ressentir, en dépit de leurs protestations, puisqu'ils se mirent à scruter le sous-bois, et que la cadence de leurs pas s'accéléra. Garroty rit doucement. « La vie frugale t'est montée au ciboulot. Eh, si t'étais resté avec les cerfs un peu plus longtemps, on aurait pu t'apprendre quelques trucs. On est bien avec ce qu'on a. » Garroty avait maintenant réussi à hériter Thorn lui-même. Aussi bien que quand on vivait dans la cité de Sakor. Pourquoi on nous a confié cette mission, on l'ignore, et on ne conteste pas. Ce que veut mon seigneur, je lui fournis. Et le temps que j'ai pu passer avec Lester n'a rien à voir avec ça. Vous êtes comme des nouveau-nés perdus dans la forêt, dit Garroty. Je parie qu'on vous a volé vos chevaux, juste sous votre nez. Devant le regard courroucé de Thorn, il lâcha. Ah! J'avais raison. Et si tu ôtais ton pourpoint de cuir, je parie que je pourrais te compter les côtes. Des armes, des maîtres lames, si fait. Vous arrivez peut-être à survivre à la cour, mais ce qui compte, c'est de pouvoir le faire, là dehors. Kerrigan s'attendait presque à voir les oreilles de Thorn se mettre à fumer. Elle laissa échapper un bâillement et écouta attentivement Garroty et Thorn poursuivre leur débat. Le problème avec vous autres armes, disait Garroty en grattant les poils rêches de sa barbe, c'est que vous êtes pétris d'honneur et d'étiquette. L'honneur et l'étiquette peuvent être utiles, à la cour ou lors d'une bataille, mais ça ne vous sert pas à grand-chose ici. Même la cohorte de garde-sang, en Rovani, quitte la cour de temps à autre pour découvrir le vaste monde. L'étiquette est une tradition essentielle pour les armes de l'ordre du bouclier noir, répondit Thorn. L'étiquette inculque la discipline. Par ailleurs, qui a besoin de connaître le monde réel lorsque la cour est son monde réel? Pour Jandara et moi, il y a des circonstances spéciales. Ah! Et si vous croisiez des soldats de Zacharie et qu'ils vous reconnaissent, vous finiriez au bout d'une corde pour trahison, à tout le moins. On n'est pas des traîtres, Garroty. Je suppose que ça dépend de l'identité de votre commanditaire, alors. Zacharie, ou bien son frère. Mais écoute ça, maître Lame. C'est Zacharie qui a le pouvoir. C'est lui que son père a nommé héritier, pas Hamilton. Qu'importe l'ordre naturel de succession. Ce que vous avez fait révèle de la haute trahison. Si vous êtes pris et pendu, je t'assure que ce serait s'en tirer à bon compte.
Si je me souviens bien de l'histoire, il y avait parmi les armes un traître nommé Sogoru. Pendant des semaines, ils l'ont torturé avec délectation, puis enchaîné à la tour de la prison et abandonné à la véracité des vautours. Il respirait toujours. Nous savons ce qu'implique notre allégeance, dit Thorn. On nous a rabattu les oreilles avec l'histoire du traître Sogoru quand on était de simples volontaires à l'académie. Pas besoin de nous le rappeler. Garotti haussa les épaules. Ne te méprends pas. Je suis tout à fait pour me battre sur les ordres du plus haut rang, même si les enjeux sont un peu trop élevés. Tout ce que je veux dire, c'est que toi, une arme pour qui l'honneur et les idéaux importent plus que le gain. Tu devrais vraiment t'assurer que l'enjeu est à la hauteur du prix que tu risques de devoir payer, et que tu vas réussir. Le jeu en vaut la chandelle, dit Thorn. Ces mots étaient à peine plus audibles qu'un murmure. Et nous allons réussir. Un autre jet de tabac chiqué toucha le sol en réponse. Le débat fut ainsi clos. Les ombres du soir s'allongèrent, et l'air se chargea de rosée. Des lucioles se mirent à clignoter. Elles tombaient entre les arbres comme des rafales de lumière. Des grives entonnèrent leur chant vespéral, et tandis que tombait la nuit, la lueur laiteuse de la lune se déversa dans les bois. Thorn les mena hors de la route, vers une clairière où ils établirent leur bivouac. On jeta à Carrigan son habituel quignon de peinture, et comme à l'accoutumée, elle fut reconnaissante d'avoir la réserve des provisions cachées que le jeune cendré lui avait donnée. Le contenu de la réserve n'allait pas durer bien longtemps. Bientôt, elle aurait de nouveau faim, à moins de parvenir à s'échapper. Son estomac gronda lorsqu'un fumet de viande commença à s'échapper du feu des mercenaires. Thorn jetait des lanières de viande séchée dans le ragoût. Garotti regarda fixement Carrigan durant tout le repas. Et le ragoût dégoulinait du coin de ses lèvres qu'il n'essuyait que rarement d'un revers de la main. Dégoûté, Carrigan regarda ailleurs, en essayant de se concentrer sur des pensées moins déplaisantes. Peut-être qu'en ce moment même, son père était à sa recherche. Le doyen Geyer lui avait sûrement envoyé un message l'informant de sa fuite. Bon, ce n'était pas une pensée si agréable que cela. Son père serait fou de rage lorsqu'il la trouverait. Après tout, la session d'échange de printemps était sur le point de débuter. Le moindre retard à faire partir les caravanes et péniches pourrait lui coûter cher. Thorn se leva en s'étirant. « Je vais aller à la rencontre d'Immeré, » annonça-t-il. « Cet imbécile aurait dû nous rattraper depuis plusieurs jours déjà. » Il boucla la ceinture portant son épée, se couvrit les épaules de son manteau usé et quitta le campement à grandes enjambées. « Gare au petit fantôme !» railla Garotti, gloussant de tout son cœur. Le bruit des pas de Thorn diminua à mesure qu'il s'éloignait dans la nuit. Le silence emplit la clairière. Garotti sortit de chic à tabac de la bague accrochée à sa ceinture et la fourra dans sa bouche. Son regard dérivait de Carrigan à Jandara et inversement. Penché en arrière, en appui sur ses coudes, il mâchait tout à son aise. Le visage de Jandara portait un masque glacial lorsqu'elle tira son épée de son fourreau. D'une poche en peau, elle sortit un chiffon doux, de l'huile et 2 pierres à aiguiser. Le sifflement de la lame contre la pierre envahit la clairière. « J'aime les femmes qui portent une arme, » dit Garotti. « Le danger qui en émane m'excite. » Le sifflement s'interrompit. « Tu es un homme mauvais, Garotti.
Fais silence si tu ne veux pas perdre quelque chose de très précieux à tes yeux. Garotti rit franchement. Ça m'a tout l'air d'un défi. J'ai voulu te délester de ta virilité dès que je t'ai vue. Alors vas-y, femme. Ce sera amusant de t'en empêcher. Carrigan se raidit lorsque Jandara saisit la garde de son épée et bondit lestement sur ses pieds. Garotti ne fit rien. Aussi, Jandara hésita-t-elle. « Eh bien, femme, viens là. J'attends. » Jandara dit d'un ton hargneux. « Lève-toi. Puisque tu es un guerrier, tu te battras comme tel. » Garotti gloussa et quitta lentement le sol. Il se tint debout, les bras grands ouverts. « Me voici, femme. Amène-toi, et je vais te montrer ma lame. » Un hurlement transperça la forêt, un cri presque humain, suivi d'un bruit de piétinement dans le feuillage. Les chevaux s'ébrouèrent nerveusement. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Jandara. Garotti haussa les épaules avec indifférence. « Probablement quelque loup à la recherche de son dîner. » Puis, avec un grand sourire carnassier, il ajouta « Peut-être qu'il a trouvé Thorn. » Jandara grommela par-devers elle, en regardant tour à tour le mercenaire et Carrigan. « Je vais aller voir, » dit-elle. Elle ajouta, en regardant Garotti d'un air furieux. « Laisse la prisonnière tranquille. » Brandissant son épée devant elle, elle s'enfonça avec hésitation dans l'obscurité, en direction du bruit. Carrigan la suivit des yeux, implorante. Quand Jandara fut hors de vue, Garotti secoua la tête. « L'idiote. C'est juste un coyote traquant un lièvre, je suppose. Les chevaux se sont calmés, comme si rien ne s'était passé. Qu'importe. » Ses yeux revinrent sur Carrigan. « Ça nous laisse en tête à tête. » « Ne vous approchez pas, » dit Carrigan, mais sa voix chevrottée. En 3 enjambées, Garotti fut sur elle. Il saisit son bras et lui plaqua sa main moite sur la bouche afin de l'empêcher d'alerter Jandara. Il la releva brutalement et, avant qu'elle puisse lui échapper, passa son bras en travers de son torse pour la maintenir fermement. Si seulement ses mains n'étaient pas attachées. « Ça fait un moment que j'attends ça. » Carrigan sentait son haleine chaude et humide sur son oreille alors qu'il parlait. Elle avait des relents de tabac rance. Il la traîna hors de la clairière, dans l'ombre des arbres. Elle se débattit en donnant des coups de pied, mais l'homme devait avoir le cuir bien épais. La semelle de sa botte l'atteignit au tibia, une astuce que le premier maître lui avait apprise. Mais il ne s'en émut pas une seconde. La plupart des gens auraient crié de douleur. Les secondes lui semblèrent des heures. Garotti la traîna, puis finit par la pousser au sol. Un rayon de lune balaya son visage, révélant un grand sourire écœurant. « Ça fait longtemps que j'attends ça, » murmura-t-il. Avec un ricanement joueur, il déboucla sa ceinture et la laissa tomber à terre. Carrigan roula sur le ventre et essaya de s'éloigner en rampant. Mais le pied de Garotti s'abattit entre ses reins, la plaquant contre le sol terreux. Elle en eut le souffle coupé. « Si tu résistes, je te préviens, je peux facilement te briser l'échine. » Il laissa son pied appuyé sur son dos pendant un moment, accentuant la pression si elle bougeait un tant soit peu. Puis il retira son pied
et lui asséna un coup dans les côtes du bout de sa botte et la remit sur le dos. Carrigan essaya de reprendre son souffle tandis que la douleur dans son flanc pulsait. Garrotty se mit à genoux et l'enfourcha. La puanteur de son corps malpropre était insoutenable. Une mauvaise odeur de tabac s'échappait même de sa sueur. Du jus de tabac coula le long de sa bouche baveuse et tacha la chemise de Carrigan. Elle se mit à trembler sans pouvoir se maîtriser. « Bats-toi, malheureuse !» Carrigan se souvenait de cette voix. La voix qu'elle avait entendue cette nuit-là, dans le village. Les mains de Garrotty lui plaquèrent les épaules au sol, la mine farouche. « Bats-toi !» lui ordonna la voix. Se battre? Oui. Le premier maître lui avait enseigné plusieurs parades dans l'éventualité d'une telle situation. Elle plongea la tête en avant et enfonça les dents dans le poignet de Garrotty. Il cria et retira brusquement sa main, la force du mouvement brisant presque la nuque de Carrigan. Il gronda et la frappa au visage. Le coup se répercuta dans tout son corps. Et sonnée, elle tenta de reprendre ses esprits alors que Garrotty examinait son poignet. Cette diversion serait peut-être son unique occasion. Il était vulnérable, assis sur elle, les jambes écartées. Elle joignit ses mains et frappa un grand coup vers le haut. La mâchoire de Garrotty s'ouvrit et lança un cri silencieux. Ses yeux devinrent ronds comme ceux d'un poisson, et il agrippa son entrejambe. Carrigan s'apprêtait à frapper son visage hideux lorsqu'elle entendit le rire de Jandara. La maître lame rengaina son épée et s'accroupit auprès d'eux. « On dirait que j'étais sous-estimée, fillette. Tu n'as pas besoin d'une épée pour émasculer cet idiot. » Elle rit gaiement au nez de Garrotty. « Tu aimes les femmes dangereuses, c'est bien cela? Il me semble qu'on rendrait service à toute la gente féminine si on te marquait définitivement. » Elle porta la main à sa dague. Le visage de Garrotty rougit si violemment que Carrigan se dit qu'il allait exploser. Au lieu de cela, son poing s'abattit sur Jandara avec un bruit mat. L'impact la repoussa violemment en arrière et sa tête rencontra le sol dur. Elle ne bougea plus. Garrotty grogna avec satisfaction en reluquant Carrigan. « Ça devient bien plus intéressant que j'espérais. Quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai d'elle, réveillée ou non. » Peu enclin à baisser sa garde une seconde fois, il attrapa les deux poignets de Carrigan et s'agenouilla entre ses jambes. Carrigan réfléchissait à toute vitesse. Elle repensa aux soirées d'été passées dans le vieux hangar sur le domaine de son père, lorsqu'elle s'entraînait à l'épée avec le premier maître. Lors d'une de ses leçons, il avait remisé contre le mur les épées de bois et consacré la séance au combat à main nue. « Carré, » avait dit Sévano, alors qu'elle était assise en tailleur sur le sol de terre battue. « Il pourra arriver que tu n'aies point d'armes. Je vais te montrer comment te servir de tes mains et de tes pieds pour blesser sévèrement, voire tuer si nécessaire, quelque voyou qui voudrait te faire du mal. Mais d'abord, laisse-moi te dire où ce serait le plus douloureux. » Elle avait déjà essayé les tibias de Garrotty et ses testicules. Que restait-il? Elle ne pouvait s'en prendre aux nerfs de ses mains et ne pouvait donner de coups de pied. Il l'immobilisait totalement. Elle ne pouvait rien faire.
Sévano ne serait cependant pas de cet avis. Elle réfléchit frénétiquement. Après avoir pris sa décision, elle articula une courte prière et banda ses muscles. Elle bascula vers l'avant à l'aide de ses coudes et de ses épaules, projetant sa tête vers le visage de Garotti. Le mouvement ne fut pas très précis, mais elle devrait faire avec. Il tomba en arrière avec un cri étouffé, en se tenant le nez. Du sang éclaboussait son visage. Il se recroquevilla sur le sol, en position fétale, ajouté de convulsions de souffrance. Carrigan n'osait respirer, craignant de ne pas l'avoir suffisamment meurtri et de le voir se relever pour finir ce qu'il avait commencé. Mais il ne se releva pas, et après une poignée de minutes, cessa complètement de remuer. Elle rampa vers lui sur les genoux et les coudes et se rendit compte que sa poitrine ne se soulevait plus. Le premier maître lui avait dit que si on frappait suffisamment fort le nez d'un assaillant, l'os pouvait se briser et pénétrer dans le cerveau, tuant à coup sûr. Carrigan venait de tuer un homme. Elle avait tué Garotti et était choquée que cela ne l'affecte pas. Jandara agissait toujours immobile. Des rigoles de sang coulaient de son nez le long de ses joues. Elle n'était pas morte, elle respirait. Mais elle n'avait pas l'air d'être sur le point de reprendre connaissance. Voilà la chance que Carrigan attendait pour s'échapper. Elle aperçut l'épée délaissée de Garotti et s'en saisit. Elle frotta la corde qui lui liait les mains contre la lame, avec précaution pour ne pas s'entailler les mains. Elle regarda la corde tomber avec un soulagement mêlé de joie. Ses mains étaient libres. Elle se releva en toute hâte pour rejoindre Cheval, mais s'arrêta. L'anneau de Carini Gladéon étincelait au doigt de Jandara à la lueur de la lune. Carrigan le fit glisser de la main cailleuse de la maître-lame et le passa à son propre doigt. Il avait toujours été un peu grand pour elle, mais à présent, il lui allait parfaitement. Une brindille craqua derrière elle. Carrigan fit volte-face. « Regardez-moi ça !» Le visage de Thorn était plus sinistre que jamais, pensa Carrigan. « Je ne sais pas bien comment, mais tu as tué mon ami et blessé ma partenaire. » Son épée sortit vivement du fourreau en un bruit cinglant. « Défends-toi !» donna la voix dans la tête de Carrigan. L'épée de Jandara, toujours à son côté, était la plus proche. Elle en saisit la garde et la tira du fourreau. La bande noire semblait séparer la garde de la lame. C'était l'arme la mieux équilibrée qu'elle ait jamais eue entre les mains. Et pour cause, c'était une lame de maître. « Stupide fillette !» dit Thorn. « Tu n'es point maître lame. Tu souilles cette épée rien qu'en la touchant. Mais tu vas mourir par la mienne !» Thorn plongea vers l'avant sans crier gare, et Carrigan para in extremis. Elle tâcha de se souvenir des exercices dont le maître d'armes Randel l'avait abreuvé sans répit, et des ruses et des conseils que Sévano lui avait enseignés. Mais Thorn ne lui laissait aucun répit. Tout ce qu'elle pouvait faire était de bloquer les multiples assauts et d'esquiver. Chaque coup de Thorn ébranlait tout son corps, engourdissait ses bras jusqu'au coude. Si elle devait mourir à un moment ou à un autre, ce serait maintenant. Thorn dansait un vif ballet de mort. Carrigan n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cette démonstration d'art létal
la fascinait. Il avait le pied sûr. Jamais il ne faisait volter sa lame plus que nécessaire. Une grâce véritable émanait de ses mouvements économes. Quelques échanges seulement s'étaient produits. Et déjà, Thorn levait son épée pour lui asséner un coup mortel. Mais le temps s'immobilisa. Le froid transit le corps de Carrigan. Pas vraiment du froid, en fait. Elle avait l'impression d'être un verre rempli d'eau froide. Puis, il y eut autre chose. La conscience d'un autre. Ses bras furent mus par la force de quelqu'un d'autre, et ses réflexes guidés par la volonté de cet autre. Sa propre conscience faiblit, et elle se retrouva spectatrice de son propre corps. Mais était-ce bien son corps? 2 points très douloureux dans son dos lui vrillaient les entrailles. Le combat reprit, et le coup supposément mortel fut contré, comme par miracle. Fente létale du corbeau. La voix était un écho, venu de très loin au fond de sa tête. La voix qui l'avait pressé de se défendre et de se battre. La même voix qui avait tenté de lui parler dans le village. 1 et 2 et 3 et frappe 5. La voix et son propre corps tenaient le rythme imposé par Thorn et contraient ses attaques. Elle reconnut certaines des techniques nommées, mais elle en voyait la plupart pour la première fois. Cette débauche de mouvement, l'assiette et les pas, l'angle pris par la lame qui s'abattait, tout s'harmonisait en elle comme jamais elle ne l'avait ressenti durant les leçons de Sébano ou de maître Randel. Thorn ne semblait-il pas choqué de l'avoir bloqué une botte particulièrement redoutable? N'était-ce pas de la sueur qui perlait à son front? Large fente, vrille du gabarillet, 3 et 4, balayage. Elle vit, effarée, la pointe de son épée entailler le pourpoint de cuir de Thorn sur toute sa longueur. Bien que seul le cuir soit touché, elle vit son visage pâlir, comme s'il avait été blessé. « Qui es-tu » haleta Thorn, les yeux écarquillés. De peur. 2 et 3, fente du corbeau, par 2 fois. La charge repoussa Thorn contre un arbre, bras et épée s'enchevêtrant avec les branches du conifère. Parade de l'émondeur, 1, 2, 3. Thorn évita de justesse d'être mis en pièces. Chaque mouvement de l'épée ravivait la douleur causée par les flèches dans le dos de Carrigan, et les blessures saignirent de nouveau. « Qui es-tu » répéta Thorn. « Brûle, ma broche, brûle. Brûle le nom du cheval ailé. » Thorn hurla. Sa main libre tâtonna à la recherche de la broche épinglée à son manteau. Il l'attrapa, mais retira ses doigts promptement, avec une exclamation de douleur. La diversion suffit. Coulée de glace. La lame plongea à travers le pourpoint de Thorn et ressortit dans son dos, le clouant à l'arbre. Ses membres furent agités de mouvements convulsifs. Les narines de Carrigan s'enflèrent de l'odeur cuivrée du sang frais. « Qui es-tu » Un murmure cette fois, à peine audible, couvert par son souffle rauque. La voix de Carrigan prononça des mots qui n'étaient pas les siens. « Je suis un cavalier vert, élève d'un maître lame. Je t'épargne le sort de Sauvuru, traître. » La main qui tenait l'épée
lui imprima une torsion, et les yeux de Thorn se révulsèrent. La présence en Carrigan se tourna alors vers Jandara et tendit sa main vers la dague. « Arrête !» Carrigan lutta pour chasser la présence de son corps, mais c'était comme essayer de se vider de ses propres boyaux. « Va-t'en !» La présence se retira, et elle soupira lorsque la chaleur afflua en elle. Phrayan Coblebé se tenait devant elle. « Je t'ai sauvé la vie, » dit-il. « C'est une traîtresse. Elle doit mourir. » « C'est à moi, » dit Carrigan, « de décider si elle doit mourir. » Elle jeta un regard à Jandara, qui gisait sur le dos, gorge dénudée, à la merci d'une lame qu'elle pourrait y passer. Le sang séchait sur le visage de larmes, mais elle respirait normalement et paraissait seulement endormie. Carrigan se rappela que Jandara avait incité Thorn à la laisser porter le grand manteau pour la protéger de la pluie froide. Jandara qui n'avait rien dit au sujet de sa réserve de nourriture, qui n'en avait pas parlé à Thorn. Elle savait que Jandara aurait tué Garroty pour l'empêcher de s'en prendre à elle. La forme fantomatique de Phrayan Coblebé vacilla une fois. « Tu dois la tuer. »« Toi, fais-le. »« Je ne peux pas. À moins de... »« Je ne le permettrai pas. » Carrigan serra les poings convulsivement. « Tu ne m'utiliseras pas. » »« Je t'ai sauvé la vie. » Les événements de la soirée commencèrent à avoir raison d'elle. Son corps se mit à trembler, et elle eut de nouveau très froid. L'idée que quelqu'un puisse contrôler ses gestes la rendait furieuse et la terrifiait en même temps. « Il me semble que c'est toi qui m'as placé sur cette voie dès le début. Toi et cette broche. » La silhouette de Phrayan Coblebé faiblit et vacilla. « Non, pas moi. Tu as été appelé. » Il leva les yeux vers le ciel, puis s'éloigna. Il disparut totalement dans les ténèbres, mais l'écho de sa voix s'attarda. « Tu as été appelé. » Carrigan poussa un soupir. L'éprouvante expérience lui avait donné le tournis. Elle désirait s'éloigner du lieu du carnage le plus tôt possible. Le visage ravagé de Garroty, le corps supplicié de Thorn. Mais elle avait besoin de récupérer la broche. Jandara murmura des mots incompréhensibles, animés de mouvements convulsifs. Elle allait devoir faire vite. Thorn était épinglé contre l'arbre, tel un épouvantail morbide, les bras bâillants selon un angle bizarre entre les branches résineuses. La broche ne tenait plus qu'à un fil sur son manteau. Carrigan l'accueillit, frémissante. Elle avait brûlé le manteau et le pourpoint et laissé une marque sur la chair. Une ombre rouge de cheval ailé. Les sœurs Sorbier avaient eu raison en un sens. La broche ne tolérait le toucher de personne d'autre qu'un cavalier vert. Elle avait tout simplement attendu le moment le plus propice pour déchaîner son courroux, lorsqu'elle en avait reçu l'ordre. Carrigan frémit de nouveau en l'épinglant à sa chemise. Elle fuit le massacre, s'arrêtant uniquement pour récupérer les possessions qu'on lui avait dérobées. Cheval et elle s'éloignèrent au galop et disparurent dans la nuit. Si Murray était supposé les avoir rejoints depuis plusieurs jours déjà,
Il rôdait peut-être dans les parages. Il fallait éviter d'être capturé de nouveau, alors qu'elle venait juste de s'échapper. Jandara rampa jusqu'à l'orée de la clairière. Quelque chose du tonnerre et de la foudre semblait fondre son crâne déjà douloureux. Mais elle était résolue à stopper la verdâtre. Rien à voir avec la vengeance. Elle applaudissait la mort de ce misérable de Garotti. Et bien qu'autrefois, elle ait ressenti de l'amitié pour Thorn, cela faisait bien longtemps qu'il s'était aigri et qu'elle tolérait tout juste sa présence. Seul comptait les ordres de son seigneur, intercepter le message, ce qui signifiait intercepter le messager. Qui était cette fille qui pouvait dominer des hommes bien plus puissants qu'elle? Thorn était chevillé à l'arbre avec son épée à elle. Elle avait vu bien plus horrible sur un champ de bataille. Mais l'expression figée sur son visage, une expression de complète stupeur, l'a enterrée pendant quelque temps. Gêne aussi était stupéfaite. Qui aurait cru la fille capable de cela? Et la marque sur la peau de Thorn? Mais à qui exactement avait-il affaire? La dague de Jandara brilla faiblement sous le rayon de lune lorsqu'elle atteignit le bord de la route. La pulsation dans sa tête l'empêchait de se mettre debout. Des accès de nausée lui nouaient l'estomac. Elle vit du coin de l'œil une tache informe bouger sur la route et perçut un martèlement de sabots. Elle vit la fille et le cheval s'éloigner au galop, puis se fondre dans le néant. Jandara se roula en boule sur le sol et posa sa tête sur son bras. À quoi était-il donc confronté?